Hello, c'est Estelle. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire les traductions de la rentrée 2022. Ça fait un petit moment que j'ai fait une vidéo traduction, je sais. Le principe donc de cette... Ah, j'ai mon rouge à lèvres qui colle dès que je touche mes lèvres. Je vous parle de tous les titres qui pour moi sont les plus intéressants, qui vont sortir en français. Des livres donc qui se font traduire et je vous dis un petit peu ce que moi j'en ai pensé, à quoi vous attendre, histoire que si jamais il y a plein de hype et tout, vous sachiez pourquoi et histoire aussi de savoir justement quel titre il faut surveiller. Il n'y a pas que ces livres-là qui se font traduire, mais c'est vrai que c'est ceux-là que moi j'ai lus et du coup je peux vous en parler. Let's go! Premièrement, c'est celui-là dont tout le monde attend le plus la sortie, le tome 2 de Crescent City de Sarah J. Maas, La Maison du Ciel et du Souffle. Ça ne veut strictement rien dire. Celui-là a fait énormément parler de lui dans la communauté déjà anglophone cette année. Il y a marqué 1er septembre de la part de De Saxus. Comment vous dire que De Saxus retarde toutes ses sorties de minimum 6 mois depuis que j'ai commencé à faire la vidéo traduction. Donc les gars, je le mets là, mais je suis sûre qu'en novembre, on l'a toujours pas ce livre. C'est donc la nouvelle saga de fantasy adulte de Sarah J. Maas. Le tome 1 avait fait un carton. Personnellement, je l'avais aussi énormément apprécié. C'est du adulte, donc c'est plus mature. Les personnages sont beaucoup plus construit, on a un monde aussi qui est bien plus construit, mais ce tome 2 ça a été je crois une énorme déception pour la plupart des gens, donc je suis désolée les gars, mais si vous attendez un truc de malade, je crois que préparez-vous à être déçus. Pour ceux qui avaient donc suivi les aventures de Bryce et Hunt, c'était pas la dynamique de la romance très smutty avec beaucoup de scènes de sexe etc qu'on peut avoir dans les autres livres de Sarah J. Maas. Non, c'était un truc qui avait pris son temps, ils avaient des belles relations et je trouve que dans ce tome 2 tout ça c'est un petit peu cassé la tête et Sarah elle est un petit peu retombée dans ses anciens travers. C'est triste quoi, parce qu'elle avait justement attaqué cette saga en essayant de faire quelque chose de différent, d'un peu plus mature pour peut-être parler à d'autres gens. Donc certes, ça fait une déception, mais ce livre reste quand même plutôt chouette, hein. Il y a du suspense, etc. Il se passe plein de trucs. J'ai passé un meilleur moment avec les personnages secondaires que avec Bryce et Hunt dans ce livre-là. Je ne vais pas vous spoiler la fin, mais vous avez dû peut-être entendre qu'il y avait un truc de malade sur la fin de ce tome 2. Effectivement, ce truc de malade va vachement diviser. Préparez-vous à être soit hyper content, soit hyper outré. Et on est toujours sur du urban fantasy avec des créatures, de la magie, des meurtres, des enquêtes, etc. Je ne vous en dis pas plus, si ça vous intéresse, pistez De Saxus parce que c'est certain qu'il ne va pas sortir le 1er septembre, mais quand ce livre sort, si vous ne voulez pas être spoilé, les gars, éteignez votre téléphone parce que je suis sûre que ça va hurler le 7 septembre. On arrive avec un livre dont je vous ai présenté déjà le tome 1 dans une ancienne vidéo traduction, c'est Le Cycle du Corbeau, le tome 2 de Maggie Stiefvater, Le Voleur de Rêves. Mais c'est une de mes sagas un peu sous-côté chouchou. C'est un truc qui est hyper original, c'est un petit peu ambiance Dark Academia avec un groupe d'amis qui essayent en fait de retrouver la tombe d'un ancien roi et pour ça ils étudient les lignes de lait. On a le personnage Blue dont toute la famille sont en fait des médiums, elle connaît pas mal de prophéties notamment sur certains des garçons de son groupe. Et si dans le tome 1 c'était un petit peu chelou, on savait pas trop dans quelle direction ça allait, dans le tome 2 je trouve que Maggie vraiment elle te montre c'est quoi la saga. Si jamais vous avez lu que le tome 1 et que vous êtes arrêté là, les gars ça vaut le coup de lire le tome 2 parce que c'est là que vraiment tout s'installe, que ce soit le côté hyper paranormal, mais aussi avec tous les personnages, toutes les relations entre les personnages s'installent vraiment dans le tome 2 et franchement moi c'est à partir de ce tome là que j'ai vraiment adoré. On a notamment le personnage de Rowan sur lequel en fait on insiste beaucoup plus, donc voilà c'est du young adulte, ces livres sont hyper vieux, je pense que ça date de 2014, mais franchement cette saga elle vaut le coup les gars, enfin j'ai jamais lu de toute façon un truc qui ressemble à ça. Ensuite les gars, la raison pour laquelle j'ai voulu tourner cette vidéo à la base c'est parce que Darkrise le 7 septembre aussi. Darkrise de C.S. Pacat, c'est donc mon livre préféré de 2021, la nouvelle saga de fantasy paranormale, ce sera young adulte. Vous la connaissez sûrement, c'est celle qui a écrit Les Captive Prince, qui est ma saga préférée de tous les temps, et elle revient avec quelque chose d'assez différent. Elle dit que Captive Prince était la saga qu'elle a écrite pour s'entraîner, afin d'avoir toutes les capacités pour écrire Darkrise. Ce premier tome, pour moi, n'a pas surpassé Captive Prince, mais ce n'est qu'un premier tome. Et si ça se trouve, le truc va faire, mais genre... Et déjà, dans ce tome 1, on peut voir à quel point elle a travaillé son truc. Dites-vous, elle a mis 15 ans pour faire toutes ses recherches. Dans Darkrise, on va suivre l'histoire de Will, qui a vu sa mère se faire assassiner devant ses yeux quand il était plus jeune. Depuis, il fuit ce groupe de gens qui lui veulent du mal.
il s'est construit toute une nouvelle vie à Londres, mais il est jamais tranquille, quoi. Il sait très bien qu'à tout moment, les assassins de sa mère peuvent le retrouver. C'est ce qui finit par se passer. Il l'enferme dans la cale d'un bateau, jusqu'au moment où le bateau se fait prendre d'assaut par un autre groupe de gens. Là où il va comprendre qu'en fait, il est au centre d'une guerre entre le bien et le mal. Deux groupes de gens qui chacun utilisent la magie d'une certaine manière et qui sont opposés. Will va rencontrer plusieurs personnes au cours de ce chemin, Violette, Elizabeth et James, qui vont tous les trois avoir un énorme impact du coup sur sa quête. Et il va finir par découvrir que lui-même en fait possède un certain type de magie. Dans ce livre, C.S. Pacat fait un petit peu sa version de le bien contre le mal, qu'est-ce que le bien au final, qu'est-ce que le mal. Tout le système en fait de magie est basé sur quelque chose qui proviendrait de l'ancien temps. Elle a eu l'idée en se baladant dans des musées. Et franchement, ce tome 1 était une super bonne introduction, que ce soit dans le travail, du world building, de la magie, des prophéties, même des personnages, des dialogues. De toute façon, on connaît notre C.S. Pacat, on sait que jamais de la vie elle allait nous faire un livre qui n'était pas vraiment au point. Et franchement les gars, il y a eu quelques scènes dans ce livre où j'étais en mode ce livre vraiment vous mindfuck, on a des révélations sur la fin qui sont vraiment mais incroyables. Pour parler de la romance, puisqu'on sait que notre reine C.S. Pacat, elle est très connue pour sa petite romance. Dans ce livre là on a aussi des romances queer, notamment pour notre petit Will, mais les gars c'est du young adult, donc ce ne sera pas le même type de contenu que pour Captive Prince. Donc si vous cherchez une fantaisie un peu plus romantisée et tout ça, c'est pas trop le cas de Darkrai. Ne pas s'attendre non plus à quelque chose vraiment centré sur la romance. Dans ce livre-là, on a aussi 4 points de vue du coup, James, Elizabeth, Violette et Will. Franchement, moi j'ai énormément aimé l'ajout de ces deux femmes, parce qu'au final, en fait, Captive Prince, il y avait 0 femme dans ce livre. Je ne peux que vous encourager à aller lui sauter dessus. Par contre, les gars, lisez-le lentement, parce que la fin est un cliffhanger, et le tome 2, on a 0 nouvelles. Le 8 septembre, donc le lendemain, on a Lumen, qui va traduire aussi un petit paranormal, dont vous avez peut-être aussi entendu parler, c'est Seul un monstre, donc Only a Monster de Vanessa Lee. Voilà, je ne l'ai pas lu, mais Clara l'a lu, donc j'ai fait appel à elle pour me faire un petit débriefing. Dans cette histoire young adulte, les thèmes, ce sont le voyage dans le temps, des sociétés secrètes de magie et des familles rivales. Ensuite, donc, un personnage principal féminin, et en fait, toute sa vie, sa grand-mère lui a un peu répété qu'elle était un monstre, que sa famille était des monstres, mais elle savait pas trop ce qu'elle voulait dire, jusqu'au jour où, par inadvertance, elle va en fait voler la vie d'un mec, et ça va lui permettre de remonter le temps selon le nombre de jours qu'elle a volé. À ce moment-là, c'est la grosse panique, elle ne comprend pas ce qui se passe, elle se confie à son BFF, sauf qu'en fait, son BFF fait partie de la famille rivale de chasseurs de monstres, et du coup, il va tuer toute sa famille. Je sais pas pourquoi ça me fait rire les gars, c'est pas drôle, mais quand Clara me racontait le truc, j'étais en mode mais oh my god, elle est incroyable, que le seul moyen qu'elle a de sauver sa famille c'est de remonter le temps pour faire en sorte que jamais il ne soit tué, et pour ça elle va s'allier avec un autre monstre pour justement essayer de voler un petit peu de vie à plein de gens. Sauf que ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'en fait cet autre monstre n'est pas aussi bienveillant qu'elle. Le principe du livre a l'air incroyable, mais comme le dit Clara, malheureusement il y a eu des petits creux par-ci par-là, des moments où les personnages étaient pas super bien faits, et du coup ça a un petit peu fait baisser la note parce que l'exécution était pas ouf. Notamment en fait cette histoire de monstres, au final ce sont juste des gens qui, certes ils enlèvent un petit peu de temps de vie à certaines personnes pour pouvoir remonter en arrière, mais c'est pas des monstres, enfin ils sont pas là avec des tronçonneuses, enfin vous voyez, donc le mot monstre était pas forcément hyper bien pensé, et ça fait peut-être une hype énorme autour de créatures vraiment cruelles et horribles. Un truc que Clara a par contre beaucoup aimé, c'est qu'en fait on était un petit peu dans le point de vue de celle qui était considérée comme la méchante, et son meilleur ami qui lui est supposé être le gentil, et au final c'est lui qui a quand même tué toute sa famille, donc les rôles des méchants et des gentils est un petit peu inversé, et c'est super sympa je trouve d'avoir cette dynamique là. Et pour le coup on a aussi un petit triangle amoureux les gars, son fameux BFF qui a tué toute sa famille, et l'autre monstre d'une autre famille qui lui est pour le coup beaucoup plus dark. Et pour une fois on n'a pas vraiment le principe de le mec tout gentil et le mec un petit peu ténébreux, genre ils sont tous les deux pas non plus hyper fréquentables. Donc franchement ce livre a l'air d'être hyper original et hyper bien pensé, mais comme l'a dit Clara, parfois le personnage principal féminin est un petit peu énervante ou fait des choix où on comprend pas trop. Dans tous les cas le tome 2 est déjà annoncé, et moi franchement ça m'intrigue de ouf, donc je vais le lire, je vous le dis tout de suite, bon en anglais du coup. Le 22 septembre, les gars, nous allons parler d'un livre pour lequel je suis beaucoup moins enthousiaste. Le tome 2 de The Inheritance Game de Jennifer Lynn Bound. Le tome 1 avait quand même fait vachement parler de lui, et
Avery Grumps qui est cette fille totalement normale, qui n'a pas beaucoup d'argent, qui du jour au lendemain se retrouve à hériter d'un énorme manoir et d'une énorme somme par un gars qu'elle ne connaît absolument pas. Quand elle arrive là-bas, elle rencontre les 4 petits-fils de ce mec qui sont pour certains vachement hostiles et pour d'autres hyper intrigués face à elle. Qui est cette fille? Pourquoi est-ce qu'elle a hérité? Est-ce qu'il n'y a pas un sens caché derrière tout ça? Il faut savoir en fait que le mec qui est mort, leur grand-père, était un fan des énigmes et en fait il a caché des indices dans tout le manoir pour expliquer pourquoi est-ce que c'est donc elle qui a hérité et des tas d'autres secrets de famille. Et pendant le tome 1, nous avons déchiffré du coup les énigmes avec Avery et les 4 beaux garçons pour au final apprendre un truc qui était pas si ouf que ça. Et autant le livre, moi, il m'avait beaucoup plu, que ce soit par les personnages que j'ai trouvé super chouettes, leur interaction, même les petites romances, le petit triangle amoureux qui s'était installé, l'ambiance aussi du livre. Mais la fin, ça m'avait laissé quand même sur un mauvais pressentiment pour le tome 2, et malheureusement, ça s'est confirmé. J'ai trouvé que ce tome 2 était vachement moins bien. Alors je sais pas si c'est parce que, en fait, le principe était le même. Avery est dans son manoir, tout va bien, et en fait, elle va trouver une autre énigme à résoudre, et c'est reparti pour un tour des énigmes. Une fois, c'est super chouette, c'est nouveau, mais 2 fois, c'est pas nouveau. Je pense aussi que j'en attendais pas mal de l'évolution des romances, parce qu'il faut pas se le cacher que j'étais aussi beaucoup là pour ça, et ça n'a pas beaucoup avancé. Avery, en fait, elle va essayer de reconstruire un petit peu son arbre généalogique, retrouver qui sont ses parents, qui sont Nain Alamna. Je saurais même pas vous dire en fin de compte qui est son père, son grand-père, son machin. Je ne suis pas sûre que je lirai le tome 3, donc c'est un petit peu triste. Ça se trouve, ce n'est que la malédiction du tome 2 qui fait qu'il est moins bien que les autres. Je croise les doigts. Le 28 septembre, les amis, chez Bookmark sort une saga. C'est la saga All the Game de Nora Sakavic. Ça a été transformé en l'équipe des marginaux. C'est très vieux les gars. Contemporain, un peu romance, un peu young adulte. C'est en fait une équipe. C'est un jeu qui a été inventé pour le livre dans lequel en fait il y a que des gosses qui ont plein de problèmes et le coach en fait il essaye de prendre soin d'eux, de leur faire des matchs et tout ça pour leur faire un peu penser à autre chose et pour les sortir de leur quotidien. Donc ils ont tous en fait vachement des traumas chacun. Entre eux ils s'appellent les Fox et on va suivre l'histoire de Neil qui donc arrive dans cette équipe et le truc c'est que son père est en prison. Tout le monde le connaît, c'est un peu le fils d'un gars pas ouf qui a fait plein de conneries. Il va retrouver un ami d'enfance dont les choses s'étaient terminées en fait dans de très mauvaises conditions. Je l'ai lu les gars en 2015, vraiment c'est parti d'un des premiers livres que j'ai lu, mais le truc que j'en retiens c'est des relations toxiques, des gens compliqués, des scènes qui sont parfois assez violentes, que ce soit agression sexuelle ou alcool, drogue, abus, machin, donc trigger warning pour beaucoup de choses. Les gens ne sont pas gentils les uns avec les autres, les romans ce sont que des trucs très fucked up, mais c'est dénoncé, voilà, clairement, Nora, elle est pas là en mode, regardez, c'est l'amour fou, absolument pas. Le couple principal, c'est un couple MM entre Neil et ce fameux ami d'enfance. Neil est demi-sexuel homo-romantique, mais c'est vraiment un enemies to lovers, mais c'est un enemies to lovers qui craint, genre vraiment. Et je dis pas ça dans le sens mauvais du terme. La relation a été créée pour être vraiment assez toxique, ça a pas trop été un coup de cœur, mais la fandom, je crois que ça gagne la palme d'or de la fandom est 10 fois plus bruyante que les livres en eux-mêmes. Genre vous tapez ça sur Tumblr, sur Twitter, sur Pinterest, il y a des dizaines de fanarts de tout ce que vous voulez. Le 13 octobre sort The Atlas Six de Olivia Blake. Détends-toi. Je suis choquée, je ne suis pas bien. Ce livre me fait quelque chose d'étrange. Je n'ai jamais lu un livre comme celui-là. Evie, elle m'a déjà changé, secoué tout mon univers avec Along with the Ever. Je vais vous le dire tout de suite, je fais partie des gens qui ont énormément apprécié ce livre. Vous avez sûrement dû voir de TikTok, de tout ce que vous voulez, de débats sur ce livre parce qu'il y a le groupe des gens qui ont adoré et le groupe de gens qui ont détesté. On suit l'histoire d'une société secrète, en fait, dont le but est de protéger la librairie d'Alexandrie. Dedans, en fait, il y a des tas d'archives, d'anciennes civilisations, de découvertes, de tout ce que tu veux. Il y a des groupes de magiciens, alors ça s'appelle pas vraiment des magiciens, il y a plusieurs types, il y a les empaths, les télépathes, les naturalistes, les physicistes, d'autres qui peuvent voir à travers les illusions, les illusionnistes. Ces gens-là font partie un peu de la minorité et par contre, ils vont en fait étudier et travailler leur magie dans de grandes universités. Tous les 10 ans, il y a un espèce de concours qui se passe dans une société secrète dans laquelle les 6 meilleurs magiciens de la Terre se rencontrent pour s'affronter et à la fin, seulement 5 sont récupérés et on ne sait pas vraiment ce qui se passe avec le 6e. On est donc les gars dans une espèce de Hunger Games, Dark Academia et un truc perturbant mais en même temps
passionnant. Ce livre, il n'y a pas de plot. On suit les personnages, ce qu'ils font, leurs pensées, leur stress. Ils sont coincés dans cette société secrète, donc la librairie d'Alexandrie. Tous les jours, ils sont en mode Mind Game, Squid Game. Il faut qu'en même temps, ils protègent la librairie de toutes les attaques des services secrets. Et en même temps, ils se méfient tous des uns des autres. Ils forment un peu des alliances. Vous savez, c'est un peu genre Koh-Lanta. Tu veux éliminer lui? Ok. En fait, non, on va éliminer machin. Pourquoi maintenant il y a autant de débats sur ce livre? Parce que Olivier écrit d'une manière extrêmement particulière. Ces livres sont écrits avec un vocabulaire qui est assez poussé. Elle parle de plein de principes, que ce soit en psychologie, en physique, en astrophysique, en maths. Ces livres sont presque des cours de physique, ce qui fait que si jamais tu n'es pas du tout un ou une scientifique et que ça te parle pas trop, si je te dis des électrons, la gravité et tout, bah forcément tu vas être un petit peu paumé parce que Olivier, elle ne t'explique pas. Parce que quand les personnages parlent entre eux, ils se parlent comme des professionnels. Forcément, je pense qu'en fait que c'est ça qui fait que les gens ont un petit peu dit que ce livre, ben en fait, il pétait un peu plus haut que son cul et il cachait le fait qu'il était totalement bancal par l'utilisation de phrases hyper compliquées. Je pense juste que Olivier, elle a fait un livre où dedans, elle a rien expliqué. T'es avec des professionnels qui parlent de leur sujet et du coup, bah toi forcément, bah t'es pas dans leur délire quoi. Et moi en fait, bah, j'ai adoré le côté maths, sciences et tout, même psychologie et tout. J'ai adoré en fait la complexité presque de l'intrigue qui était une complexité en termes plus que juste lire des phrases en fait. Il fallait aussi réfléchir à de quoi il parlait et tout. Ça m'a stimulé intellectuellement. Ce livre aussi est pas mal critiqué parce que les actions qui se passent sont un petit peu cheloues de temps en temps. Je suis d'accord avec vous. Il y a certaines scènes où moi j'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe? Et je pense pas que ce livre soit fait pour être cohérent de A à Z. Un truc que je me dis c'est que comme dans cette équipe il y a des gens qui peuvent contrôler tes pensées et tes émotions, le livre est presque totalement faux et qu'en fait tout ce qu'on a lu c'était en fait ce qu'on a vu à travers les points de vue de personnages mais ils étaient peut-être manipulés. Si ça se trouve ils nous ont raconté des trucs qui en fait ne se sont jamais passés. Je pense que c'est normal, c'est des trucs qui paraissent pas logiques ou qu'on comprend pas parce que si ça se trouve en fait les personnages se sont manipulés entre eux. Autre chose aussi à dire sur Atlantique, c'est que c'est un livre qui est très sexy. Tous les personnages sont tous très sexy. Ils vont tous un petit peu tous se côtoyer, voilà. Et surtout, ce n'est pas un stand-alone. Le tome 2 sort en anglais en octobre. Et ensuite, le dernier livre de cette vidéo, il sort le 20 octobre. Il s'agit de Jay's Gay Agenda de Jason June. Je n'ai malheureusement pas trop aimé ce contemporain. C'est donc une romance young adulte MM, un petit peu un coming of age, et c'est De Saxus qui va le publier. Voici l'histoire de Jay qui a 16 ans. Il s'est rendu compte qu'il était gay. Il s'est construit un agenda avec plein de trucs à faire histoire de vraiment se sentir gay et de s'assumer parce qu'il a l'impression que étant donné qu'il n'a jamais eu de petits copains, qu'il n'a jamais embrassé un garçon, etc., ben en fait il n'est pas vraiment gay. Rien que ça déjà le pitch, moi j'aime pas et je pense que vous savez un petit peu pourquoi. Sa famille va tout simplement déménager et lui il est trop content parce qu'il se dit super, nouvelle ville, je vais pouvoir faire tout mon agenda et je vais pouvoir cocher toutes mes cases. Résultat, il arrive à le faire sauf qu'en fait ça part un petit peu mal puisque dans le processus il va beaucoup blesser un des gars qu'il aime bien dans cette nouvelle ville et il va aussi vachement s'engueuler avec sa meilleure amie. Ne vous inquiétez pas, au final il s'excuse. J'aurais préféré qu'on n'ait pas eu à s'excuser à la base, voilà. Jay c'est un ado, pour le coup il a fait beaucoup d'erreurs dans ce livre, il est jeune et perso, moi je pense que je l'aurais pardonné si jamais il s'était un peu remis en question. Mais là le truc c'est que pas trop. Déjà moi j'ai été un petit peu dérangée par le fait qu'il traite toutes les choses qu'il fait comme des cases à cocher, notamment en fait son aventure avec un gars qui est super mignon. Il va mais vraiment pas le calculer hors du fait qu'il doit cocher sa case, vraiment. Il va un petit peu le tromper avec un autre mec pour cocher une autre case. Il va aussi en fait aller dans un groupe de parole, une espèce d'association avec plein de gens queer. Ils l'ont pas vraiment encouragé vers le bien, tous ces gens-là. Enfin, je sais pas, il y en avait pas un pour lui dire que c'était peut-être pas une bonne idée de faire ce qu'il était en train de faire, voilà. Il a aussi été vachement irrespectueux, il a beaucoup menti à sa meilleure amie. Revenons à cette histoire d'agenda. Je trouve en fait que c'est un petit peu nocif de montrer que il faut que tu fasses ça, et pour que justement tu sois accepté dans la communauté. Bah tu fais comment si jamais tu causes pas les cases? Je sais pas, moi ça m'a un petit peu dérangé cette idée. Tout le monde lui a dit ah mais oui je vais t'aider à remplir toutes tes cases, tu vas voir, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, rajoute ci, rajoute ça. Et les gens en fait l'ont plus encouragé dans cette dynamique là que lui ont plutôt dit mais accepte-toi comme tu es en fait, t'as pas besoin de tout ça. Par contre un truc qui était plutôt cool et que je laisse à ce livre, c'est que ça c'est du YA mais toutes les scènes un petit peu intimes, on les a vues quand même, on les a vues et c'était pas en mode smutty, non c'était assez maladroit, on ressentait vraiment ce côté de c'est la galère, c'est la première fois, enfin et ça pour le coup j'ai bien aimé que dans des livres young adultes on ait aussi des scènes intimes quand on a 15, 16, 17, 18 ans. Pour certains d'entre nous
on est déjà sexuellement actif, c'est cool de se voir représenté dans les livres et que déjà rien que dans le young adulte, on puisse avoir des scènes qui puissent peut-être nous montrer un petit peu l'exemple ou nous faire déculpabiliser sur certains trucs et qu'il n'y ait pas à attendre le new adulte et d'avoir des scènes où limite les gens ils sont en mode wouh pour voir des scènes de sexe. Voilà. Et voilà les gars. N'hésitez pas à me dire quel est le livre qui vous intrigue le plus parmi tout cela. Et si jamais il y a d'autres traductions que j'ai pas citées, ben n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard une prochaine vidéo. Bye bye.